Aujourd'hui, dans le Docteur, on va donc parler des algues rouges, brunes, vertes. Ces plantes aquatiques poussent en eau douce ou salée. Il y a près de 40 000 espèces identifiées dans le monde. 145 sont régulièrement consommées et les Français mangent encore très peu d'algues. Oui, on en consomme environ 1 kg par an, surtout sous forme d'additifs. Vous savez, c'est les gélifiants, les épaississants ou les stabilisateurs. Pendant ce temps-là, les Japonais ou les Coréens, eux, en consomment 4 fois plus et elles font partie intégrante de leur cuisine. Alors, quelles algues consommer, comment sont procurées et les préparer? Et quels bienfaits nutritionnels peuvent-elles nous apporter? Pour répondre à vos questions, le docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste, et Régine Keva, spécialiste des algues, auteur de nombreux livres sur le sujet, dont ce dernier, Algues gourmandes. C'est paru chez Flammarion. Et celui-ci, Les super pouvoirs des algues, cuisine, santé, beauté, c'est chez Larousse. Alors on commence avec cette question d'Éric. Est-ce que les algues sont meilleures que le poisson pour la santé? Les algues, on peut les qualifier de super aliments. C'est remarquable. Les algues, sans les algues, déjà, on ne serait pas sur Terre, parce que les algues sont présentes sur notre planète depuis 2,5 milliards à peu près d'années, et permettent de fournir l'oxygène, donc plus que la forêt, parce que c'est 90% de notre oxygène provient des algues. Et les algues sont dotées de tas de qualités, c'est-à-dire on peut mettre que des superlatifs au niveau de ce qu'il y a dans le contenu des algues. Donc on peut parler vraiment de super aliments. Oui, la réponse est nettement supérieure à beaucoup de poissons. Donc je répondrai, oui, il faut réhabiliter, en tout cas optimiser la consommation d'algues dans notre nourriture française. Et pourquoi, dans ce cas-là, on en consomme finalement aussi peu en France? Oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être des habitudes, c'est peut-être la crainte également, parce qu'on voit les algues sur les bords de plage, etc. Après, c'est là aux Antilles récemment, il y a eu les sargasses. Alors, c'est vrai que c'est un peu rebutant de voir en plus cet hydrogène sulfuré qui dégage des odeurs de pourriture absolument épouvantables. Donc, il y a des gens peut-être qui se méfient. Après, la pollution, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les lames des algues peuvent éventuellement être contaminées par des métaux lourds, alors qu'au contraire, c'est des chélateurs de métaux lourds, donc c'est très intéressant. Donc je pense que c'est une méconnaissance par rapport aux bienfaits des algues. C'est une question qu'on avait. Est-ce qu'on est sûr que les algues ne contiennent pas de métaux lourds? Alors c'est des chélateurs des métaux lourds, au contraire, ça nous aide à détoxifier notre corps en cadmium, en plomb, en mercure. On commence à en consommer un peu plus quand même en France. C'est quelque chose qui rentre dans les habitudes? Oui, ça rentre doucement dans les habitudes. Ça pénètre par le littoral, forcément. De plus en plus de gens font des sorties algues et des ateliers de cuisine aux algues. Parce qu'effectivement, pour répondre à votre question, les gens ne s'y mettent pas ou s'y mettent peu parce qu'il faut des recettes, il faut savoir comment les consommer. On peut effectivement acheter des petites algues comme ça en paillettes, qui sont des algues déshydratées, et les mettre un petit peu sur tout. Elles vont se réhydrater naturellement et on va profiter des bienfaits des algues. Mais si on aime manger, si on aime cuisiner, il faut apprendre des recettes. Lulu, justement, nous demande comment bien les cuisiner, que peuvent-elles accompagner et quelle sauce pour les accompagner? Alors, comment bien les cuisiner? Ça dépend si on a des algues sèches comme celle-ci ou des algues fraîches. Les algues fraîches vont être cuisinées d'une autre façon, puisqu'elles sont fraîches, elles ont encore de l'eau de mer. Donc, on va plutôt les cuisiner avec des aliments secs. Par exemple, du pois chiche, de la lentille, ça va être intéressant. On peut faire aussi une sauce, on a de la dulce ici, et cette dulce-là, si on l'émince, on peut en faire une sauce à poisson qui est absolument remarquable, qui a un goût splendide, parce que cette algue-là, quand on la dessale, puisque là on l'achète fraîche, conservée au sel, eh bien quand on la dessale, elle garde quand même un petit goût d'iode, et puis surtout un goût de bigorneau. Donc ça va bien s'accommoder avec une sauce de poisson, par exemple. Et là, quand vous dites on les dessale, c'est-à-dire qu'on les met dans de l'eau du robinet? C'est-à-dire que là, j'ai mis mes algues dans de l'eau douce, c'est l'eau du robinet. Oui. Et elles étaient conservées au sel. Elles sont conservées au sel, on peut les acheter dans les magasins de produits naturels. Donc pour les dessaler, on va les laisser tremper un peu comme ça, se débarrasser du gros sel, et on va les mettre dans une deuxième eau. Toujours une eau du robinet? Toujours une eau du robinet, jusqu'à ce qu'elle perde ce goût trop salé. Parce que le sel est là uniquement pour les conserver. Dans le deuxième bain, là, c'est-à-dire qu'on laisse comme ça pendant une nuit complète ou non, moins pas que ça? Du tout. On va les laisser juste... Moi, je vérifie toujours en goûtant. D'accord. Parce qu'il y a comme ça... Mais c'est 4-5 minutes, quoi. Enfin, c'est pas plus que ça. Là, par exemple, elle est terminée. Là, elle est bonne. Elle est à peu près comme celle que j'ai l'habitude de goûter sur la plage, sur les strands. Et là, il ne faut pas que je la laisse dedans, il faut que je la retire, parce que sinon, elle va perdre ses nutriments. D'accord. Les nutriments vont passer dans l'eau douce et on va tout perdre
par phénomène d'osmose du bienfait des On a de algues. l'eau bretonne après. Comment? On a de l'eau bretonne, on récupère tous les nutriments. de Oui, Bretagne. alors avec ça, L'eau bretonne, c'est un concept. on va arroser les plantes, bien sûr. Julie demande si on trouve toutes les vitamines dans les algues. Oui, on trouve étonnamment même de la vitamine B12. Alors, certaines études, alors c'est pour ça que ça pourrait être intéressant chez les végétariens, les végétaliens, de consommer des algues, parce que c'est une source de protéines très intéressante. Le nori, par exemple, qui est la fameuse algue japonaise qui entoure les makis, est très très riche, très fournie en protéines. Donc les vitamines, pour revenir sur les vitamines, vous avez toute la famille des groupes B, et vous avez la famille vitamine C également, avec le nori qui est très riche en vitamine C, et également la spiruline qui est très riche en vitamine C. Vous avez également une algue américaine là, du clamate d'un lac d'Oregon qui est extrêmement riche également en vitamine C, parce que beaucoup plus riche même que la spiruline. Et du côté des macroalgues, on va avoir surtout le haricot de mer, très riche en vitamine C. C'est les salicornes? Non, la salicante, c'est une plante avec des racines, de la sève et une fleur. Les algues n'ont ni racines, ni sève, ni fleur. Elles ont un crampon, elles ont un stipe et puis une lame. Le haricot de mer pousse vraiment dans l'eau de mer. Et La très riche. salicorne, c'est pas considéré comme une algue? Non, c'est une plante. D'accord. Et je reviens sur vos algues. Donc, quand vous les avez cueillies, pêchées, je ne sais pas comment on dit, elles sont vivantes, hein? Alors oui, bien sûr, elles doivent être vivantes, D'accord. c'est-à-dire accrochées au rocher, Oui. sur une plage propre d'un point de vue sanitaire, pour éviter le fait qu'elles prennent les métaux lourds, bien entendu. Hein. Donc on est très prudent sur la qualité de l'eau où on va cueillir les algues. Donc on les cueille vivantes avec des ciseaux en général. On les garde dans de l'eau de mer pour éviter qu'elles éclatent tout de suite et qu'elles pourrissent tout de suite. Et puis on va les traiter aussitôt. Il faut tout de suite les mettre Mais sécher, les rincer. C'est un produit vivant, il faut que les couleurs soient vives et qu'il n'y ait pas d'odeur également qui soit néfaste pour les narines. Et vous disiez tout à l'heure qu'aucune algue n'est toxique. Aucune algue. Il n'a jamais... C'est la question de Jean-Claude. Voilà. On demande si la totalité des algues qu'on trouve en France, Méditerranée et Atlantique est comestible. Alors, on va distinguer les macroalgues des microalgues. Hein. Là, on va parler des algues qu'on voit à l'œil nu, donc pas les algues microscopiques. Il n'a jamais été prouvé de toxicité des algues sur l'homme. Donc, il y a des algues qu'on n'aime pas, qui ne sont pas bonnes au goût. Il y a une algue que j'ai renommée la recracharia. Parce que voilà, elle porte bien son nom, enfin, c'est un nom que j'ai inventé. Mais sinon, elles sont toutes bonnes d'un point de vue sanitaire et on ne risque pas d'être empoisonné. D'accord. Si vous voulez, je vais vous faire goûter cette petite algue que j'ai cueillie pour vous. Il n'y a que les allergies simplement à l'iode sur lesquelles il faut se méfier. Bon, ça c'est classique, mais ça, on est dans un autre domaine. Voilà. Et puis cette petite algue que vous êtes en train de goûter, elle est très riche en brome, donc il ne faut pas en abuser. On aurait envie d'en manger plein. Mais là, ça a vraiment le goût de mer. Ah oui, c'est une gorgée d'eau de Voire mer. même d'huître. En deuxième Là, goût, c'est l'huître. Alors, toutes les algues ont des goûts différents, en fait. Il y a des algues il y a une algue qui a un goût de pamplemousse, il y a une algue qui a un goût de citron, il y a une algue qui a un goût de chou Mais ça, par rouge. exemple, on peut en faire quoi? Ah ben, on va en faire un beurre. On va prendre un bon beurre de baratte qu'on va mélanger avec cette algue-là. On va congeler. Elle va très bien tenir au congélateur dans du beurre, sinon elle ne tient pas. Et puis, on va le trancher à la demande. C'est un régal. Michel mange des algues tous les matins à jeun. Il en parsème également ses repas. Quel bienfait à long terme? Ah ben, c'est riche en antioxydants, donc il y a un protecteur cardiovasculaire avéré. Vous avez même des oméga 3 dans les algues. Donc les oméga 3, on sait que ça protège nos neurones, donc la plasticité un petit peu neuronale. Vous allez avoir donc ce phénomène d'antioxydant, donc contre le vieillissement de nos cellules, de notre ADN. Donc il y a des études qui montrent l'efficacité contre les cancers, la prévention des cancers, donc en particulier le côlon également, parce que c'est riche en fibres. Donc ça nous améliore notre transit intestinal. Donc également sur la gestion du poids, parce que comme c'est un phénomène de satiété grâce à l'apport en fibres. Donc bref, de toute façon, quand vous lisez la littérature, il n'y a que des bienfaits. D'accord. Donc Tout est bon dans le goût. il a raison. Béatrice demande quel est l'intérêt de la spiruline si on a une alimentation équilibrée. Est-ce que ce n'est pas une simple arnaque marketing? Non, pas du tout. La spiruline n'est pas une arnaque. Alors, la spiruline, ça se développe. Donc, je pense que Régine reviendra sur la spiruline tout à l'heure. Mais la spiruline est très intéressante. Donc, simplement, elle va apporter de la vitamine C. On peut l'agrémenter de différentes manières. Bon, elle est riche également en antioxydants dont je viens de parler. Et elle est riche en protéines. Donc, ça, c'est une action également très intéressante. Donc, après, il faut regarder peut-être la localisation, presque l'appellation. Je sais qu'à Ghisonaccia, en Corse, en
Haute-Corse, vous avez des lacs, du moins des étangs où il y a de la spiruline de qualité. Donc je pense qu'il faut se renseigner. Je pense que Régine va être d'accord avec ça. On va en parler. On regarde d'abord un petit reportage et puis on revient dessus. Oui, effectivement, parce que la spiruline, on la trouve sous toutes ses formes, sous des formes de granules, de poudre. Elle peut exister aussi sous forme liquide, comme dans cette ampoule. Je vous propose d'aller un peu plus loin avec les explications de Farah Kassri, Benoît Leurdelot et Nathalie Vincenti. Au milieu des marais salants de Guérande, la plus célèbre des microalgues est cultivée pour ses multiples vertus et fait l'objet de recherches particulières. Dans ces fioles, on a de la spiruline, son vrai nom Arthrospira platensis. Elle contient d'abord des protéines extrêmement assimilables, extrêmement riches. Elle contient du fer, des minéraux et elle contient toutes les vitamines de la famille B. En plus de ça, la spiruline, elle a un composé particulier, un pigment bleu qu'on ne voit pas ici, qui est à l'intérieur. Et ce pigment bleu, la phycocyanine, c'est ce que nous recherchons, c'est ce que nous valorisons. Cette molécule, riche en antioxydants, aide l'organisme à lutter contre l'usure du stress et de la pollution. Elle n'est visible qu'en observant la spiruline au microscope. On voit surtout le pigment vert, la chlorophylle, et on aperçoit à l'intérieur des reflets bleus qui correspondent à la phycocyanine. Alors, la phycocyanine, c'est une protéine, une grosse protéine qui a besoin d'eau pour garder sa conformation. Si on la sèche, on va la dénaturer, elle s'aplatit et elle va ouvrir moins de serrures dans l'organisme. Donc il faut passer à d'autres modes de transformation que le séchage qui permet de faire les paillettes, les comprimés, les gélules qu'on retrouve partout. C'est ici, dans ces locaux, qu'un nouveau procédé permet d'extraire la phycocyanine. Pour cela, la spiruline est broyée, ce qui permet de séparer tous ses composants. Et au bout d'une heure, le précieux liquide bleu apparaît. Donc maintenant qu'on a récupéré notre extrait bleu, on va le purifier. Donc on va le filtrer sur ces colonnes pour enlever tous les résidus qui nous restent, pour vraiment avoir un produit limpide. Cette couleur d'un bleu pur est la caractéristique de la phycocyanine. Et face à la lumière, cette molécule change de couleur. La particularité de ce produit, on la voit avec cette fluorescence caractéristique rouge-rosé, qui en fait est la capacité de la molécule à toujours utiliser l'énergie lumineuse. Et ça pour nous c'est très important parce que c'est la preuve que la molécule n'a pas du tout été dénaturée et qu'elle a gardé toutes ses fonctionnalités. Il ne reste plus qu'à mettre le précieux liquide dans des ampoules. Donc le point très important pour nous, c'est que là, on est en environnement complètement stérile. C'est un point très très important parce que le produit n'est pas chauffé, il n'y a aucune étape de stérilisation après. Et elles vont donc passer sous un chalumeau qui va venir chauffer juste la pointe du verre, ça va stériliser cette partie remplissage qui pourrait potentiellement avoir un risque. Afin de s'assurer de l'absence de contamination, des tests microbiologiques sont réalisés sur quelques ampoules. Donc c'est un produit qu'on conseille en cure d'1 mois, 1 mois et demi, en temps normal. Après pour les gens qui ont une activité intense, les sportifs par exemple, eux ils vont consommer 1 ampoule par jour à peu près, 2 ampoules en période de compétition pour vraiment avoir un effet récupérateur vraiment maximum. La phycocyanine est considérée comme un complément alimentaire. Et pour confirmer ses effets bénéfiques sur la santé, elle fait actuellement l'objet de recherches à l'Université de Nantes. Les premiers résultats sont encourageants. Vous vouliez rajouter quelque chose sur la spiruline? Oui, la spiruline, en effet, on la consomme surtout pour les protéines et puis le fer. Bon, il y a beaucoup de fer aussi dans les algues et surtout dans les algues vertes. L'a bien mal nommée, pourtant les algues vertes sont délicieuses. Mais surtout, il faut vraiment prendre des précautions sur la spiruline. Il faut acheter de la spiruline bio. Parce que comme elle fixe les métaux lourds, si la culture de spiruline ne respecte pas des normes très élevées, eh bien, elle va causer des maux plutôt que d'y remédier. On nous demande ce qu'il faut penser des compléments alimentaires à base d'algues. Comment sont-ils contrôlés ? Alors, je ne vais pas m'aventurer sur la législation de contrôle des compléments alimentaires, parce que c'est en dehors de mon domaine. Mais ce qu'on peut dire, c'est vrai que la nourriture, c'est la fameuse phrase d'Hippocrate que l'aliment soit ta première médecine, mais moi je pense que pour les algues, on est vraiment dans cet exemple. Vous avez fait récemment l'émission sur les compléments alimentaires, on a dit que c'était avec parcimonie, et moi je pense que notre alimentation, il faut mieux mettre quelques paillettes d'algues et pour agrémenter nos repas, prendre
du wakame, prendre de la laitue de mer, etc. Plutôt que des compléments. Plutôt que des compléments alimentaires qui, en plus, vont vous coûter quand même au prix... Alors justement, une question de prix. Vous parlez beaucoup des qualités des algues, mais jamais du prix au kilo. Si, bien sûr, je parle du prix au kilo. Ça donne quoi? Alors, le prix au kilo, on a de l'algue déshydratée, donc en paillettes, ça va être aux alentours de 10 € les 100 grammes. Mais avec 100 grammes, on va loin, hein, on fait beaucoup de choses. Voilà, puisque une fois réhydratée, elle fait 7 fois son volume. Et puis, du côté des algues fraîches, ici, on va avoir un prix qui va osciller à peu près aux alentours de 25 € le kilo. Donc, des petites barquettes vont être à 2-3 € le kilo, la barquette, ce qui n'est pas énorme pour la travailler. Et Michel nous demande où on peut acheter des algues à un prix modeste au prix moyen des fruits et légumes. Alors, au prix moyen des fruits et légumes à un prix modeste, ça va être sur Internet. Je donne d'ailleurs toutes les bonnes adresses dans le livre de chez Larousse. J'ai fait un relevé de prix, j'ai fait un relevé de tous les vendeurs d'algues. Et vraiment, il y a des très bons prix sur Internet, à condition d'acheter par exemple 1 kilo ou 200 grammes par 200 grammes. Les algues fraîches peuvent se garder longtemps au frigo, saturées au sel, elles se gardent extrêmement longtemps, enfin plusieurs semaines en tout cas. Quant aux algues sèches, elles se gardent pratiquement des années à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. On peut les récolter nous-mêmes? On peut les récolter nous-mêmes, tout à fait, à condition d'aller encore une fois avec sur des une ciseaux. plage avec des ciseaux, d'en cueillir modérément, et puis d'aller sur une plage propre d'un point de vue sanitaire. Le mieux quand même, ce que je vous conseille, c'est de faire une sortie algue. Il y a de plus en plus d'animateurs et d'animatrices qui font ça sur le littoral. Est-ce qu'il faut attendre les grandes marées pour avoir... C'est mieux. C'est Un mieux, hein. coefficient de 90, c'est un régal, et alors après, n'en parlons pas, c'est encore mieux. Marie-Jo demande si c'est vrai que certaines algues sont à éviter en cas de problème de thyroïde. Oui, parce qu'il y a de l'iode, c'est la richesse en iode, donc il faut être prudent. Attention aux excès chez les gens qui ont des problèmes d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant dans les algues aussi, l'apport en calcium qui est très intéressant pour les femmes enceintes ou même en dehors de ça, parce que maintenant on arrive avec un appauvrissement de la nouvelle génération, c'est-à-dire je pense des jeunes en calcium, donc les algues sont vraiment une source d'apport calcique très bien assimilée, et vous avez pour les femmes enceintes une richesse en acide folique qui est très intéressante également. Au niveau nutritionnel, que ce soit des algues d'eau de mer ou d'eau douce, c'est la même chose? Eau de mer ou eau douce, pardon. Oui. Est-ce qu'il y a une grosse différence ou finalement... Quand on parle des algues, on parle de l'eau de mer tout le temps. D'accord. Après, il va y avoir très peu de différence entre algues sèches et algues fraîches. En général, les algues sèches vont concentrer les nutriments. Les algues sèches, voilà, parce que... Dans l'eau douce, vous avez le lac dont je parlais tout à l'heure, le Klamath, Voilà. là, qui avec des algues AFA, si mon souvenir est bon, mais ces algues bleu-vert, donc ça revient à ça, qui sont extrêmement riches, etc., et qui sont donc sauvages, mais dans un milieu d'eau douce. C'est quoi ce que vous avez fait préparer là? Alors ça, c'est du sucré. C'est justement pour montrer qu'il est possible de faire de la cuisine sucrée avec des algues. On a pris de la nori, qui est une algue rouge, hein, bretonne, celle-là en tout cas, qu'on a torréfiée et on l'a ajoutée avec du chocolat, des graines. Ce sont des roses des sables bretonnes. D'accord. J'ai bien fait de venir. Ah, oui, vous avez bien fait. Voilà, ça a été fait par un restaurant spécialisé dans la cuisine aux algues à Plestin-les-Claires. Catherine de Joncourt. Catherine de Joncourt, Qu'on salue. le Timade. Ouais. Très bien. Ça vous plaît? Oui, mais je ne peux pas marcher. Je peux pas marcher. Si, D'accord. je peux marcher, je ne Mais- peux pas mais manger tu la peux pas. bouche pleine. Donc, Si vous très ne pouvez bon. pas parler la bouche pleine, manger la bouche pleine, c'est normal. C'est pas grave. Décidément. Myriam demande si les algues nori, est-ce qu'elles peuvent remplacer le sel? Est-ce que c'est recommandé par les cardiologues? J'ai jamais entendu de contre-indication par rapport aux algues. Donc les cardiologues, à mon avis, d'autant plus qu'il y a une richesse en potassium. Donc l'apport de sel que vous avez dans les algues sont temporisés nettement par la richesse en potassium. Donc en fait, la balance entre le sodium et le potassium est très intéressante. Donc j'encourage vraiment les algues, y compris chez quelqu'un qui a de l'hypertension, avec parcimonie quand même. Bien sûr. Les algues sont-elles bonnes pour le transit? Question de Béatrice. Oui, tout à fait, grâce à la richesse en fibres. Et ça a un effet... Vous avez le kombu, hein, je crois. Ça, c'est des algues brunes. C'est des algues brunes. Donc le kombu est très intéressant, et un effet même qui peut être laxatif.
Est-ce qu'elles peuvent être également bonnes pour la vue et la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge? Oui, par la richesse en vitamine A. Vous avez la zéaxanthine qui est bonne pour la vision. Je ne sais pas si c'est de près ou de loin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est bon pour la vision. Et ça, c'est plutôt les algues rouges, d'ailleurs. Algues rouges. Voilà. Mais quand vous dites que c'est bon d'un point de vue santé, ça veut dire quoi? Je dois en prendre 1 gramme par jour, 10 grammes par jour, tous les repas, pour que ça ait une efficacité? Pour que ça ait une efficacité, on recommande, on conseille, on admet 5 grammes par jour. 5 grammes par jour, quand on a des paillettes comme ça nous fait 2 à 3 cuillères à soupe seulement. Donc un petit peu sur tout ce qu'on va manger et on va avoir un peu tous nos niveaux qui vont remonter. Mais donc on ne sale pas en plus. Non, ça c'est un exhausteur naturel. D'accord. Donc, puis c'est dommage parce que vous allez saturer le goût après. Maroussia s'applique des algues sur le visage 1 fois par semaine. Je ne sais pas si c'est notre Maroussia à nous. Elle demande si c'est bon pour la peau. Alors sur les algues brunes, oui, bien sûr, parce que les algues brunes vont avoir de l'alginate, c'est-à-dire ce sel alginique qui va se sortir naturellement des algues, et ça c'est un régal pour la peau. Il y a beaucoup de sodium et de magnésium dedans, donc on a des produits pour la peau qui sont à base d'algues, notamment algostéril, des pansements, etc. Donc on a un bénéfice peau. D'ailleurs, elles sont très utilisées en cosmétique, les algues. Elles hydratent naturellement la peau. Donc Maroussia peut continuer. Très bien. À condition que ce soit des algues cueillies et pas des algues ramassées sur la grève. Attention. Surtout pas. J'ai entendu que les Asiatiques auraient moins de risque de cancer du sein car elles mangent plus d'algues. Est-ce que c'est vrai? Est-ce exact? Oui, alors ce qu'on dit, et puis les Asiatiques également ne tolèrent pas les produits laitiers pour les Japonais. Donc les Japonais, par contre, consomment énormément d'algues qui leur permettent d'avoir cette richesse en calcium. Donc, mais alors attention, parce qu'après, si on vient sur les produits laitiers, on sait très bien qu'il y a les cancers du côlon qui peuvent diminuer, les cancers du sein qui augmentent, donc c'est toujours très compliqué. Et pour les Asiatiques, ils ont d'autres formes de cancer qu'on n'a pas forcément, mais qui ne tiennent pas forcément à cette consommation unique d'algues. Philippe demande si les algues perdent leur propriété une fois qu'on les cuit. Comme tous les aliments. Quand on les cuit, il va y avoir des vitamines thermosensibles, bien entendu. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on va les cuisiner, on va plutôt les mettre en fin de cuisson. Par exemple, ces petites algues-là, je reviens à mes algues sèches. On fait une omelette, on va mettre en fin de cuisson, on va replier l'omelette, voilà, et on éteint. Donc, elles ne vont pas chauffer. Et puis, surtout aussi, la chaleur va détruire les pigments. Et c'est dommage, parce qu'on sait que les pigments sont très riches. D'abord, c'est beau. Et ensuite, c'est très riche d'un point de vue de la santé. Oui, c'est une recommandation de façon générale, pas spécifique aux algues, au niveau de la température. Oui, c'est ça. Pascal, qui utilise les algues avec les poissons, les coquillages, les pâtes, même le riz, et elle se pose la question de savoir si avec la viande, c'est possible. Oui. Oui, c'est possible. Alors personnellement, je ne suis pas très viande et je trouve que le petit goût d'iode qui reste quand même avec les algues est bien meilleur sur du poisson ou bien sur de la viande blanche. Voilà. Mais bon, ça ne regarde que moi. Sinon... En 5 secondes, Leïla, elle est enceinte. Est-ce qu'elle peut manger des algues? Oui, il n'y a pas de problème. Avec le magnésium. Au contraire, on a parlé de l'acide folique, tout ça. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle votre livre Algues gourmandes. C'est chez Flammarion avec donc Régine Keva et Catherine Lejoncourt pour les recettes. Un appel à témoin, Régis. Oui, vous avez souffert d'importantes brûlures suite à un accident. Comment avez-vous été pris en charge? Venez nous en parler sur le plateau. Contactez-nous pour ça au 01 58 88 85 21. Voilà, et puis demain, dans le Docteur, on répond à toutes vos questions sur la transpiration. Passez une très bonne après-midi et à demain. Au revoir. Excellent après-midi.